Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Nous sommes le vendredi 27 mars, jour 9 du confinement en France. Il est très exactement 9 heures et vous êtes déjà pas mal à vous être connectés. Avant de démarrer complètement la présentation, je vais juste laisser un peu de temps à tout le monde pour se connecter, hein, puisque la plateforme Livestorm demande de se connecter via un mot de passe. En attendant, est-ce que vous pouvez utiliser le chat qui est à droite de votre écran pour me dire si vous m'entendez bien? Yes, génial, vous m'entendez bien, super, super. Alors, je suis en train de boire un thé vert. Qu'est-ce que vous buvez? C'est un thé vert du Japon, hein, pour ceux qui café, voilà. Quelqu'un dit vodka, je pense que vous avez du mal à survivre au confinement. Hem, si vous avez pas l'habitude de la plateforme Livestorm, vous avez la possibilité de poser des questions. Je vais vous expliquer un petit peu comment je vais faire ce webinaire. J'ai prévu à peu près 20 à 30 minutes de contenu le même temps pour répondre à vos questions. Alors, ce que je voudrais pas, c'est que vous attendiez la fin pour poser des questions et que on se retrouve en manque de temps ou autre. Vous avez un petit onglet juste à côté de l'onglet chat où vous pouvez poser des questions. Vous pouvez les poser dès maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais jeter un coup d'œil petit à petit au cours de ma présentation. Et si la question est liée à ce que je suis en train de raconter, j'arrête ce que je raconte et je réponds à votre question. La petite subtilité de la plateforme Labstorm, c'est que si quelqu'un a déjà posé une question que vous auriez voulu poser, vous avez la possibilité de l'upvoter. Donc, de cliquer sur le petit bouton pour la faire remonter en haut et que je la vois en premier. La foule ayant toujours raison, je vais répondre aux questions qui ont le plus de votes. J'ai également prévu un petit sondage pour vous. Je vois que certains d'entre vous ont déjà commencé à y répondre. C'est l'onglet qui est juste à côté de l'onglet questions, c'est l'onglet sondage. Juste pour être sûr que ce que je raconte correspond bien à votre profil, de juste répondre au sondage. Super, bah, je pense que le sondage a bien démarré. Vous êtes encore plus nombreux qu'au démarrage, il est 9h03, je vais commencer ma présentation. Alors, hop. Normalement, vous devriez voir mon écran. Oui, pour ceux qui veulent un replay, effectivement, il y aura un replay. Tout ce que je suis en train de faire est enregistré et vous recevrez un email à la fin de cette session pour avoir accès à la vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste agrandir un petit peu mon écran pour que vous puissiez voir la présentation un petit peu plus grand. Voilà. Normalement, c'est bon, vous la voyez en grand. Vous la voyez ou pas encore? Non, c'est un écran noir. OK. Oui, ah, super. Donc vous voyez l'écran, je commence. Parfait. Alors, hop. Super.
Alors je vais commencer par rappeler les règles, hein. Si on est à la maison, c'est pas pour nous embêter, hein. C'est parce que, l'idée c'est, même si on est jeune et en bonne santé, le risque de contaminer d'autres personnes plus fragiles est super important. Donc, c'est compliqué pour tout le monde, mais c'est super important, de rester à la maison et d'éviter, la propagation du virus et de faire en sorte que les hôpitaux soient complètement, submergés, de personnes en état critique. Alors, au cas où, vous ne connaîtriez pas, je m'appelle Daniel Gergerat, je télétravaille depuis 13 ans, donc je l'ai pas initialement choisi, hein. J'ai eu, l'opportunité de travailler dans une entreprise qui était, en tout cas pour son équipe européenne, intégralement en télétravail. Donc, c'était à une époque où il n'y avait pas tous les outils dont je vais vous parler aujourd'hui et assez peu de bonnes pratiques. Donc on a dû apprendre, sur le tas. Depuis quelques années, je suis un entrepreneur. Je dirige 2 entreprises, une qui s'appelle, H2 Innovate et l'autre qui s'appelle, TLT21 que j'ai lancé il y a pas très longtemps. Vous pouvez aller voir sur les différents sites, hein. L'idée, c'est pas vous faire la pub de mes entreprises. La petite utilité, c'est que je suis un ingénieur en informatique. Je viens d'une école qui s'appelle EPITA, et j'y enseigne depuis 13 ans maintenant. Alors normalement, si vous avez répondu au sondage, vous devriez vous reconnaître dans ces descriptions, hein. L'idée, c'est de parler management, mais de parler management autant pour, des managers, des entrepreneurs, mais également pour ceux qui accompagnent les managers et ceux qui, se managent eux-mêmes, managent, les projets sur lesquels ils doivent travailler et aussi doivent de temps en temps manager leurs managers. Donc, je vais parler aujourd'hui de se manager soi-même, de manager les autres et de manager des projets en situation de télétravail. Déjà, si vous galérez, c'est normal. Du jour au lendemain, des, dizaines de millions de Français se sont retrouvés, en télétravail. Un tiers de la population active française, se trouve aujourd'hui en télétravail, avec, pour ceux qui ont des jeunes enfants, avec leurs enfants. Donc, c'est sûr que, ça demande énormément de changements, et d'adaptabilité et vous inquiétez pas si vous galérez parce que tout le monde est en train de galérer. De quoi je vais parler aujourd'hui? Je vais parler, de manière ultra pragmatique de 10 bonnes pratiques et 10 outils. Les bonnes pratiques, c'est, des conseils que, j'ai pu, trouver ça et là, et surtout que je m'applique à moi-même depuis des années pour, survivre et manager en télétravail. Et ensuite, des outils. Alors sur les outils, je pense que vous avez dû voir passer, des centaines d'articles et de recommandations d'outils. Moi, je vais juste partager ceux que j'utilise, hein, ceux que j'aime bien. Il y a plein d'alternatives qui existent pour tous ces outils. J'ai essayé autant que possible de mettre en avant, des outils français, mais quand, la solution que j'utilise l'est pas, je le dis. Je commence par les bonnes pratiques. Et comme je vous le disais il y a quelques secondes, ces bonnes pratiques, elles viennent pas juste de mon cerveau fertile. Il s'avère qu'il y a de plus en plus d'entreprises, alors effectivement des entreprises technologiques, mais de plus en plus d'entreprises, qui sont complètement en télétravail, c'est-à-dire avec, l'intégralité de leurs collaborateurs en télétravail. C'est sûr que lorsqu'on a une activité, où il y a du travail manuel, il y a de la manufacture, il y a, de la logistique, des stocks, c'est compliqué d'être intégralement en télétravail, et donc refaire exactement ce que ces entreprises font ne s'applique pas à tous les secteurs d'activité, toutes les entreprises, mais il y a des bonnes pratiques, notamment sur, les salariés qui, eux, peuvent être en télétravail, qui sont complètement adaptables. La première bonne pratique, la plus importante, c'est écrire, écrire, écrire. Je pense que vous en êtes déjà un petit peu rendu compte. Lorsqu'on passe d'un mode de culture orale où tout le monde est, dans le même bureau, ou, dans le même open space ou dans la même salle à tout le monde est complètement dispersé dans des endroits différents, la facilité de pouvoir dire des choses, à l'oral et qu'elles soient entendues et comprises, elle disparaît. Et donc, avec ça, arrivent des complexités additionnelles. Le fait que, lorsque vous dites quelque chose en visioconférence, la tonalité, ou l'émotion, ne peut, pas forcément être, bien comprise.
Il y a aussi des règles que vous pouvez avoir dit lors d'une visioconférence, je vais en parler dans un moment, qui sont pas forcément très claires pour tout le monde. Et donc le premier conseil, c'est écrire, écrire, écrire. Des entreprises qui sont complètement en télétravail, comme GitLab dont je vous parlais tout à l'heure, eux ont même publié en ligne leur guide du télétravail. Pardon. Donc, vraiment le premier truc à faire, c'est ouvrir un document partagé. Mettez-le rajoutez tous vos collègues dessus, en tout cas toutes les personnes de votre équipe, et commencez à écrire quelles sont les règles que vous allez communément accepter pour ce télétravail. Vous pouvez également utiliser l'écrit pour répondre aux questions. Donc, c'est le fameux ah, tiens, je vais dans le bureau de machin pour lui poser une question ou je lui passe un coup de fil rapide. Donc là, ça marche moins bien et surtout, le risque de mauvais transfert d'informations est très important. Donc, posez des questions par écrit. Utilisez des outils de communication écrite, je vais en partager quelques-uns tout à l'heure, et ayez des réponses par écrit. L'avantage, c'est que les écrits, ça reste. Donc, si quelqu'un se pose la même question demain ou la semaine prochaine ou dans 3 semaines, au moins, il y aura une réponse quelque part. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de doubler le nombre de one-on-one. Donc, si vous êtes manager, euh, normalement, vous devriez faire des one-on-one, donc des petites réunions individuelles avec chaque personne de votre équipe de manière fréquente. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'augmenter la fréquence de ces one-on-one, donc de ces suivis individuels, idéalement en visioconférence. Alors, si vous n'aviez pas de caméra sur votre ordinateur ou vous n'aviez pas de caméra externe, c'est un peu compliqué effectivement en ce moment d'aller en acheter une. Mais par contre, vous avez tous un smartphone avec WhatsApp, avec d'autres applications qui permettent de faire des visioconférences. Moi, je vous recommande très très fortement d'utiliser la vidéo. Il y a plein de choses qu'on peut faire transmettre en vidéo. Là, vous me voyez. C'est beaucoup plus simple de me voir que de juste de m'écouter. Donc, vraiment, utiliser la vidéo et augmenter la fréquence de vos one-on-one avec les personnes de votre équipe. Et si, pour le coup, vous ne managez pas d'équipe, demandez-le à votre manager. Soyez moteur sur ça. Pourquoi? Parce que je vois de plus en plus de messages comme celui que je suis en train de vous montrer qui passent sur des forums où c'est un manager qui se rend compte que malgré le fait qu'il fait des suivis individuels avec des gens dans son équipe, ben, le fait de travailler à la maison affecte beaucoup plus de gens que eux-mêmes seraient capables de l'admettre. Et donc, ne vous contentez pas uniquement du oui, oui, ça va, tout va bien, pour se dire bon, bah, s'il me dit que ça va, c'est que ça va. Non, même si il ou elle dit que ça va pas forcément bien. Donc, augmentez cette fréquence, parlez régulièrement avec votre manager ou avec les gens dans votre équipe et gardez ce lien. Le troisième conseil que je vous donnerais, c'est de faire des points d'équipe réguliers et autant des points d'équipe pour parler opérationnel. Donc, dans le cas où vous avez un plan de continuité d'activité et que votre travail continue en télétravail, faites des points, donc des petites réunions d'équipe. Essayez d'y apporter un peu de fun ou de moments que vous auriez pu avoir en physique et essayez de les remettre en virtuel. Donc ça, c'est une copie d'écran d'une entreprise qui s'appelle Teams. Donc, chaque matin, ils font le café avec toute l'équipe. Donc, ça, c'est une visioconférence avec 140 personnes. Et donc, tout le monde est devant son écran en train de prendre le café. Alors, ils sont pas tous en train de parler en même temps parce que ce serait un petit peu la cacophonie. Mais au moins, il y a ce côté de je suis pas tout seul dans mon coin. Mes collègues sont là, mes collègues sont disponibles. Et c'est un petit moment de détente et aussi de partage sur quoi on va travailler aujourd'hui et qu'est-ce qui est important. Le conseil suivant que je voudrais vous donner, le quatrième, c'est mettre en place un process clair de communication. Alors, quand on est au bureau, entre les emails, les réunions, euh, le chat, vous êtes déjà un petit peu perdu entre où est passé ce message, etc. Alors, dès que tout le monde est en télétravail, ça devient le bordel international et on ne sait plus quoi communiquer via
quel canal, de quelle façon. Si quand chacun commence à se créer sa propre petite règle pour dire: «Bah, tiens, ça, c'est un email, ça doit passer par, Slack, ça, je vais l'envoyer par WhatsApp, tiens, je vais faire une visioconférence, tiens, je vais appeler machin», on est complètement, paumé. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est, vis-à-vis de la première bonne pratique que je vous ai partagée tout à l'heure, qui était écrire, écrire, écrire. Écrivez un guide de la communication. Quel type de message doit passer par quel canal et dans quelles conditions? Alors effectivement, l'idée, c'est pas, de transformer, vos collègues et vos collaborateurs en robots qui doivent appliquer la règle sans réfléchir. Il faut bien entendu faire confiance à leur bon jugement, mais avec tous les canaux de communication et les outils numériques qui existent aujourd'hui, c'est super facile de se perdre entre tout ça, d'avoir des messages qui se deviennent dupliqués et ça devient très compliqué. Donc, ayez des règles claires pour savoir quel est le canal de communication qu'on utilise en fonction de quelle situation ou de quelle information. Cinquième bonne pratique, tout à l'heure, je vous parlais de faire des visioconférences. Moi, je vous conseille de les enregistrer. Alors, par exemple, l'outil que j'utilise, en ce moment qui s'appelle Livestorm, est en train d'enregistrer ce que je suis en train de vous raconter. De la même manière, si vous faites des visioconférences, la plupart des outils de visioconférence, Skype, Zoom, Google Hangout et cetera, on propose des fonctionnalités d'enregistrement. Moi, je vous conseille vraiment d'enregistrer ces visioconférences, de les, sauvegarder soit sur un ordinateur, partagé, soit dans le cloud, pour que tous les participants et ceux qui n'auraient pas pu participer pour plein de raisons, parce qu'ils n'étaient pas disponibles à ce moment-là, parce qu'ils étaient à une autre réunion, parce que c'était, les 2 heures qui s'étaient bloquées, pour endosser leur deuxième métier du moment, celui de professeur pour leurs enfants. Donc ça leur permet d'écouter ces enregistrements. Moi, j'avais il y a quelque temps quelqu'un dans mon équipe qui était en télétravail à mi-temps, donc elle n'avait pas forcément la possibilité de participer à toutes nos réunions. Et vu qu'on enregistrait toutes nos réunions, donc elle les réécoutait plus tard, alors juste l'audio, quand elle avait un peu plus de temps. Et le fait de pouvoir enregistrer nous permet de pouvoir réécouter quelque chose en augmentant légèrement la vitesse si on veut aller directement vers le point important. Sixième bonne pratique, alors effectivement, je vous disais tout à l'heure, de faire plus de visioconférences et de garder le contact humain. Par contre, ce moment est, je pense, une opportunité incroyable pour, essayer de corriger cette petite habitude qu'on a, notamment quand on travaille dans une grande organisation, de mettre, des réunions à tout bout de champ. Donc, si vous travaillez, dans une entreprise qui a la réunionnite aiguë, il s'avère que vous avez, entre 4 et 6 réunions par jour et que si vous êtes passés tous en télétravail, peut-être que cette habitude a continué. Sauf que lorsqu'on est en télétravail, on est plus efficace, parce on a moins de contraintes de transport, on a moins de contraintes, de bruit, sauf si, vos enfants sont en train de jouer derrière, c'est le cas pour certaines personnes et donc c'est, une super opportunité pour, en fait, bloquer des créneaux pour vraiment travailler, et éviter, vraiment d'inviter des gens à des réunions, sans regarder leur calendrier et sans leur demander s'ils sont, vraiment disponibles et surtout de faire en sorte que ces réunions soient plus efficaces, et plus courtes. Alors c'est assez marrant, hein, parce que, Zoom, qui est un des logiciels de visioconférence, a dans leur version gratuite, si au bout de 40 minutes la réunion, c'est pas terminé, elle se coupe. Alors c'est une fonctionnalité qu'ils avaient imaginée pour, pour forcer les gens à acheter la version payante du logiciel. Sauf que, en réalité, ça c'est un commentaire sur Twitter d'un entrepreneur américain qui dit: «Mais non, moi j'aurais payé pour avoir cette fonctionnalité et forcer les gens à faire des réunions qui durent pas plus de 40 minutes». Dans mon cas personnel, moi je faisais régulièrement des réunions, en visioconférence de 15 minutes avec un timer. Donc on sait qu'on a 15 minutes pour parler de ce sujet, donc on va éviter de parler, de la pluie et du beau temps, notamment parce qu'on a des moments,
qui sont prévues pour parler de la pluie et du beau temps le matin à 9h, peut-être faire un déjeuner d'équipe en visioconférence. Mais par contre, dès qu'on est sur une réunion opérationnelle, on doit parler d'un projet ou du business, à ce moment-là, autant la réduire au maximum et être ultra efficace et d'avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, bloqué en parallèle des créneaux pour vraiment travailler. J'arrive à la fin des 10 bonnes pratiques. La septième, c'est de faire confiance. Alors, il s'avère que, j'ai eu, l'opportunité de conseiller beaucoup d'entreprises par le passé, et d'aborder, le sujet du télétravail avec elles. Et dans la majorité des cas, beaucoup de ces entreprises étaient réticentes à passer au télétravail ou en tout cas au télétravail complet. Donc, elles, l'autorisent pour une fois de temps en temps ou une journée par semaine au maximum, notamment par crainte que, si, les collaborateurs sont en télétravail, bah, ils vont rien faire. Alors que toutes les statistiques, tous les chiffres montrent que lorsque quelqu'un est en télétravail, il travaille plus. Il fait des heures plus longues, effectivement, va moduler sa journée pour peut-être s'accorder 1 heure pour faire du sport juste après déjeuner ou juste avant déjeuner, alors que s'il était au bureau, il ne l'aurait pas fait. Mais par contre, va commencer plus tôt et probablement finir plus tard. Donc, profitez de cette période pour faire un exercice de confiance vis-à-vis de vos collègues, vis-à-vis de vos collaborateurs, vis-à-vis de vos managers. Ne vous dites pas que ils vont profiter de ce moment pour faire leur sport alors qu'ils devraient être dans une réunion avec vous. Et surtout, évitez au maximum de commencer à faire du superflicage par visioconférence. La meilleure façon de savoir si quelqu'un est en train d'avancer sur ses tâches, c'est de mettre en place avec cette personne des indicateurs quantifiables de production. Donc, si cette production, c'est des présentations, c'est des rapports, c'est des réponses à des appels d'offres, c'est un mémo. Donc, concentrez-vous sur de la production de contenu, la production de valeur, et avec des indicateurs de suivi qui soient véritablement quantifiables et mesurables et qui vous empêchent de passer du temps à fliquer les gens. Alors, j'ai entendu dans l'oreillette qu'il y avait déjà une première question. Comment partager, embarquer les collaborateurs et les managers maintenant que nous sommes déjà à distance, dans le cas où ces bonnes pratiques ne sont pas ancrées dans la culture actuelle? Alors, c'est une super question, Mélissa. Hop, je vais y répondre. Donc, effectivement, c'est plus simple si vous aviez commencé cette expérimentation il y a longtemps et que vous étiez préparé. De la même manière que ça aurait été plus simple si on avait des stocks de masques et de tests et si on était préparé. Donc, ça ne veut pas forcément dire que c'est pas possible de réagir. Et de la même manière que il y a un nouveau produit dans l'entreprise ou il y a une nouvelle pratique ou un nouveau process ou un nouveau projet, vous faites des formations. Donc, moi, je vous encourage très fortement à concevoir dans l'entreprise un programme de formation. Donc, le mot anglais pour embarquer, c'est onboarding, donc un programme d'embarquement au télétravail. Donc, un peu à la manière de ce webinaire que je suis en train de faire, vous créez du contenu avec des règles qui s'adaptent véritablement à votre entreprise, qui ont déjà été partagées et de manière un peu collaborative pour que tout le monde puisse avoir eu l'opportunité de dire d'apporter sa contribution. Mais vous faites quelque chose de très processé. Donc, quitte à la refaire régulièrement si vous avez beaucoup de monde dans l'entreprise, tel jour à telle heure, formation, embarquement, télétravail. Donc, les collaborateurs se connectent et vous égrenez les règles, les process et les outils à mettre en place et vous les rappelez régulièrement par email ou en utilisant le réseau social dans l'entreprise. Le rappel régulier est super important lorsqu'il s'agit d'acquérir de la culture. Parce qu'une culture, des habitudes, ne s'acquiert que par justement l'habitude et la répétition. Donc, si vous faites une formation, vous envoyez un email en disant bonjour, voici les règles du télétravail, débrouillez-vous, la probabilité pour que les collègues le prennent en main et le fassent, elle est zéro. La seule façon d'y arriver, c'est de répéter, répéter, répéter.
Donc, de la même manière que comment on fait pour retenir ces petites chansons qui nous restent dans la tête, c'est parce qu'ils l'ont matraqué à la radio et à la télé. Donc là, c'est pareil, vous allez devoir matraquer les informations, faire des webinaires tous les jours, renvoyer un email avec le truc du jour, par exemple, tous les matins à 9 heures, pour que les collaborateurs puissent vraiment acquérir ces nouvelles compétences, ces nouvelles habitudes et changer leurs habitudes. Je continue. Mélissa, si tu trouves que la réponse n'était pas complètement complète, tu peux me redire. 8. Huitième bonne pratique, aménager un espace dédié au télétravail si possible. Alors effectivement, on n'a pas tous la chance d'avoir un appartement qui nous permet d'aménager à peu près un espace. Alors, il s'avère que moi, vu que j'étais déjà en télétravail, donc j'avais déjà cet espace, mais c'est pas parce que on a un espace qu'il est forcément protégé des interruptions, hein. Donc là, je voulais prendre tout à l'heure une photo pour vous montrer mon espace de travail et mon chat a décidé de venir faire un photobombe et je me suis dit que je pouvais pas faire une présentation sur Internet sans parler de chat, donc je vous montre la photo. Mais de manière un peu plus sérieuse, même si vous avez pas l'opportunité de pouvoir vous aménager un espace de travail, essayez de faire un semblant d'espace de travail. Donc, avant d'avoir un bureau dédié, pendant un certain temps, c'était la table du salon, de la salle à manger qui me servait de bureau. Donc, gardez le même coin. Dites-vous, ça c'est le coin où je travaille, avec votre petites habitudes. Donc, recréer une sorte d'espace de travail. Allez toujours travailler du même endroit. Évitez au maximum de travailler depuis votre lit en pyjama. Je vais en parler dans un moment. Hein. C'est très mauvais dans les deux cas, le lit et le pyjama. Et surtout, le fait d'avoir cet espace dédié, si vous avez des enfants à la maison, c'est aussi une opportunité pour leur dire, bah, quand papa ou maman est ici, je suis en train de travailler. Alors, pour ceux qui me demandent que du Mac, oui, effectivement, j'ai que du Mac, j'avoue. Je fais partie de ces personnes qui se sont pas embêtées à avoir des solutions diverses et variées. Je suis encore pour l'instant un client Mac. On verra à quel point ça évoluera dans les prochaines années. L'espace de pause, ouais, Virginie, c'est un super point. J'allais en parler dans un moment. C'est aussi important d'avoir un espace de travail que d'avoir un espace de pause. De la même manière que dans vos entreprises, vous avez des cafettes, vous avez des endroits où vous pouvez faire des pauses, ben, il faut aussi le faire à la maison. Toute l'idée, c'est que, soyons honnêtes, on est parti en France pour être en confinement jusqu'à début mai au moins. Donc, ça va pas se terminer la semaine prochaine. Donc, il faut vraiment créer de nouvelles habitudes. Et ces nouvelles habitudes sont aussi importantes pour vous que pour les autres habitants de votre maison, pour vos enfants si vous avez des enfants à la maison. Donc, c'est très important de créer cette discipline, autant dans les habitudes, j'en parle dans un moment, que dans l'espace. Et donc justement, neuvième bonne pratique, se fixer des plages d'horaire et s'autoriser des pauses. Donc c'est très facile de glisser soit dans le travail acharné. Je commence à 8 heures, je finis à 22 heures et je mange une soupe sur le pouce à 17 heures parce que j'ai oublié de déjeuner. Sauf que autant c'est normal au cours de la première semaine ou des 10 premiers jours parce que il faut que vous preniez vos marques, autant à long terme, et on est parti sur de long terme, ça va être très mauvais. Moi, ma recommandation, c'est vraiment de s'accorder du temps de travail et de garder toujours les mêmes horaires de travail. Si vous avez des enfants à la maison, vous devez vous en occuper, bloquer des créneaux qui sont des créneaux où vous changez de casquette et vous prenez la casquette du maître ou de la maîtresse d'école. Partagez-le à vos collègues. Donc, dites-leur de 10 à 12, je suis avec les enfants. Et ça vous permet aussi de dire aux enfants, de 8 à 10, je suis avec mes collègues. Donc, et d'essayer de créer cette discipline. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment de créer cette discipline où vous avez des moments de travail, des moments pour les enfants, des moments pour les pauses. Et surtout,
C'est si vous sentez qu'au bout d'une journée de télétravail, vous êtes complètement explosé, c'est normal. C'est une heure de télétravail est beaucoup plus efficace qu'une heure au bureau, notamment en fonction de la gestion des réunions, des interruptions ou des déplacements dans le bureau, hein, tout simplement. Donc, ne faites pas de l'acharnement, ne travaillez pas de trop longues heures, profitez de ces moments pour faire du sport, et même si c'est des étirements ou quelque chose de super simple, au moins vous faites travailler votre corps, et gardez en tête que le plus important dans cette période, c'est la discipline. Sans trop se prendre au sérieux. Donc, ce que j'ai vu passer depuis quelques jours, hein, sur Twitter, donc cette personne qui est une américaine, qui partage à chaque jour des photos de son mari dans ses habits de travail. Donc, ce monsieur a décidé chaque jour de faire toutes ses visioconférences déguisé, en canari, je sais pas trop quoi pour la Saint-Patrick, en sirène, et il en a, je sais pas combien, donc c'est déjà assez extraordinaire de voir quelqu'un qui a autant de déguisements, mais et surtout de les faire de les mettre pendant cette période. Mais en réalité, faites-le. Alors, vous déguisez pas si c'est pas votre truc, mais essayez d'apporter un peu d'humour dans cette période qui est pour le coup stressante et angoissante. Euh, Si vous êtes manager et que vous sentez que votre équipe a du mal à gérer cette période, encore une fois, gar- euh, gardez des créneaux où on va pouvoir déconner. Si vous avez vous utilisez un réseau social d'entreprise ou un logiciel de communication, créez un canal blague ou pas trop sérieux pour partager des images. Essayez vraiment de trouver tout ce qui peut déstresser par l'humour cette situation parce qu'elle est forcément stressante et angoissante pour tous. Je vais passer maintenant aux 10 outils que j'avais envie de vous partager. Donc, les bonnes pratiques étaient vraiment génériques. Les outils, pour le coup, sont très spécifiques à mon cas personnel, mais j'ai essayé autant que possible de penser à tout le monde. Donc, si vous avez des questions spécifiques sur des outils ou cherchez un outil dont j'ai pas parlé, vous pouvez aussi poser la question. Et si vous cherchez des outils véritablement adaptés au télétravail, alors moi je vous recommande une ressource qui s'appelle Remote Tools. Donc c'est un site qui s'appelle Remote Tools, hein, en anglais, qui est une bibliothèque d'outils numériques dédiés au télétravail. Donc, tous les outils numériques dédiés au télétravail possibles et imaginables sont sur ce site internet remote.tools. Et ils ont même fait un petit guide spécial Covid-19 pour tous ceux qui n'étaient pas en télétravail et qui viennent de se mettre au télétravail. Premier outil dont j'avais envie de vous parler, c'est Slack. Alors Slack, c'est un outil de communication écrit. C'est pas tout à fait un réseau social d'entreprise. C'est plutôt un outil de communication type chat. Alors, je sais que certaines entreprises ont des réticences à passer sur ce type d'outils, ou d'autres utilisent des outils Microsoft. Alors, il y a un équivalent qui s'appelle Microsoft Teams. Il y a plein d'autres équivalents qui sont pas américains, etc. Moi, Slack, c'est celui que j'utilise, notamment parce que c'est un outil qui force à la collaboration. Et donc, il y a plein d'intégrations avec d'autres outils numériques que vous pourriez utiliser, votre calendrier, des outils collaboratifs comme la suite Office 365 ou Google Suite. Ce qui est intéressant avec ce type d'outil, c'est que lorsque vous partagez une information, vous faites du tri a priori et non pas a posteriori. Ce qui est assez intéressant avec les emails, c'est que lorsque vous recevez un email, vous le triez, donc vous le mettez dans des dossiers, mais vous triez jamais ce que vous envoyez. Alors que, en réalité, ça aurait été beaucoup plus simple si vous saviez exactement dans quel dossier allait être telle conversation. Et donc, si vous envoyez une conversation directement dans le bon dossier, on vous répond dans le bon dossier. C'est vraiment ça la logique de Slack par rapport à l'email. Alors, le but, c'est pas bien entendu de remplacer l'email parce que vous avez quand même besoin d'envoyer des emails à vos clients, à vos partenaires. Mais si vous pouvez remplacer les emails en interne, moi, je recommande vraiment d'utiliser ce type de solution.
Deuxième outil que j'avais envie de vous partager, vous le connaissez sûrement pas. C'est pour ça que je vous le présente. Ça s'appelle Notion. Alors Notion, c'est un Word ou un Google Doc plus. Alors pourquoi plus? Premièrement parce que c'est donc un document, un outil d'édition de documents, mais qui a derrière une base de données et donc qui vous permet de faire des documents avec des chapitres, des documents qui sont renvoyés vers d'autres documents et surtout de pouvoir partager sur Internet ces documents comme des sites web. Alors, c'est extrêmement utilisé, c'est un outil nouveau, hein, c'est extrêmement utilisé pour faire des wikis ou des bases de collaboratives en interne. Donc, le fameux document de règles de bonne pratique du télétravail peut être écrit avec Notion. Et donc, vous avez juste à écrire ce document, donner accès à toutes les personnes qui doivent y contribuer, faire les bons chapitres et derrière de le partager. Et donc, ça vous donne un lien que vous mettez en interne et donc tout le monde peut se connecter à ce lien et vous pouvez même en faire un lien accessible sur Internet publiquement si vous avez envie de partager avec le monde la façon dont vous organisez votre entreprise et votre équipe. Troisième outil que j'avais envie de vous partager s'appelle Trello. Donc Trello, c'est le tableau blanc avec des post-it mais virtuels. Là encore, il y a plein d'alternatives sur ce type d'outil. Moi, je vous présente celui que j'utilise moi et celui que je pense être le plus facile à prendre en main, et surtout avec une version gratuite qui peut répondre à 80% des besoins. Donc, imaginez un grand tableau avec des colonnes et des post-it que vous passez d'une colonne à une autre pour la gestion de projet, pour la gestion de pipeline commerciale, par exemple. Vous le virtualisez et ça donne Trello. Donc Trello, c'est ça, c'est un tableau blanc avec des post-it et des colonnes. Vous pouvez dans chaque post-it y rajouter des dates, vous pouvez y rajouter des collaborateurs doivent exécuter ces tâches-là. Vous pouvez y rajouter des listes déroulantes, des listes d'actions. Derrière, vu que toute l'équipe est connectée à ce tableau virtuel, à chaque fois qu'il y a une modification, tout le monde est notifié et tout le monde peut modifier ce tableau en temps réel. Quatrième outil que j'avais envie de vous partager, pour celui-là, je pense que vous ne le connaissez pas non plus, il s'appelle Tandem. Tandem, c'est un outil qui a été développé pour des équipes qui sont intégralement en télétravail pour, pour recréer le côté bureau virtuel. Donc ça, c'est quoi? C'est imaginer que vous êtes dans un open space avec 3 personnes, 4 personnes sur la même table que vous. Tandem, ça virtualise ces 4 personnes. Donc, une fois que vous êtes dans un bureau virtuel, toute la journée, vous avez donc en bas à droite de l'écran des personnes qui sont connectées et qui sont vos collègues. Vous voyez, si vous le souhaitez, sur quoi ils travaillent. Eux peuvent partager leur écran et donc ça recrée le fait que je suis avec 3, 4 personnes à côté de moi. Je peux regarder ce sur quoi ils travaillent, je peux regarder leur visage et donc ça crée vraiment un sentiment de petite table ou petit open space. Ah, une nouvelle question. Je coupe ma présentation pour y répondre. Existe-t-il des règles de bonne pratique de télétravail et de communication des standards déjà rédigés? Alors, oui, Jean, il y a des règles qui existent déjà. Le plus exhaustif qui existe, c'est le document dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le guide du télétravail de GitLab. Donc, je pense que je vais le mettre en commentaire de la réponse. Je vais mettre le lien en commentaire de la réponse. C'est pour le coup très exhaustif. Ils expliquent de manière très précise quelles sont les règles de bonne pratique et les règles de communication. Et toi, tu es libre de pouvoir les adapter à ton cas personnel et à ton équipe et ton entreprise. Donc ça, c'est celui que je recommande. Sinon, il y a des centaines d'articles qui sont sortis récemment avec plein de conseils dans tous les sens. Moi, je vous déconseillerais de passer du temps à réfléchir à tout ça parce que dès que les gens commencent à raconter leur point de vue, vous avez tout et son contraire qui est partagé. Donc, moi, le guide que je recommande vraiment, c'est le guide de GitLab. Alors, je continue sur la présentation et pareil, Jean, si tu penses que j'ai pas complètement répondu à la question, tu peux la reposer ou me faire un ping sur le chat. Cinquième outil,
Outil français, donc vous avez la petite icône French Tech en haut à gauche. C'est un outil qui s'appelle Concorde et qui vous permet de gérer votre base de contrats de manière complètement numérique. Donc, je m'explique, un contrat, ça se négocie, ça se signe et ça s'archive. Et dans beaucoup de cas, ces contrats, en général, vous les rédigez sur un Word. Si vous les négociez, ben, vous les envoyez à votre client, votre partenaire, votre fournisseur par email. Et on se retrouve très régulièrement avec version 1, version 2, version 3, version 5, version 12, etc. Une fois qu'on arrive à la version 25 et qu'on s'est trompé 3 fois en modifiant des choses sur la mauvaise version, on imprime, on envoie le contrat au client, il le signe, il en revient. Sauf que, et ensuite on l'archive physiquement dans des boîtes. Sauf que, gros problème, en ce moment, la Poste est en service réduit. Donc, si vous avez besoin de signer des contrats et que c'est un peu compliqué de le faire en physique. Et donc, vous pouvez utiliser un outil comme Concorde qui permet de rédiger le contrat en numérique, de faire toutes les modifications depuis le même écran. Donc, plus de risque de se perdre entre la version 2 et la version 12 et de le signer. Et donc, ils utilisent un module de signature électronique à valeur probante. Donc, c'est un vrai contrat qui est complètement légal et ensuite, il est sauvegardé de manière numérique. Donc, ça vous permet de vraiment gérer toute la chaîne de bout en bout de contrat sans avoir à envoyer quoi que ce soit par la poste. Sixième outil, c'est un outil de téléphonie qui s'appelle Aircall. Là encore, il y a plein d'alternatives, mais franchement, ça, c'est l'outil que je trouve être un des meilleurs sur le marché. Alors, Aircall, c'est un système de virtualisation de téléphonie. Donc, plutôt que d'avoir des vrais téléphones en physique sur votre bureau avec des serveurs de téléphonie qui sont installés dans vos bureaux, Aircall virtualise ce serveur de téléphonie et votre téléphone devient un logiciel depuis votre ordinateur portable ou fixe ou depuis votre téléphone. Ce qui est intéressant avec Aircall, c'est que vous pouvez gérer toute la partie serveur vocal interactif, donc la mise en attente, les messages officiels, la boîte vocale, etc., avec des messages préenregistrés, où vous pouvez vous-même l'enregistrer et l'uploader sur la plateforme. Vous pouvez également créer des extensions. Donc, l'extension service client, l'extension commerciale, l'extension service comptabilité. Et surtout, vous pouvez créer des numéros dans plusieurs centaines de pays. Donc, si vous avez une entreprise qui est multinationale, vous pouvez créer un numéro français, un numéro suisse, un numéro américain, etc. Septième solution, qui s'appelle Payfit. Payfit, c'est un logiciel de gestion du social virtuel, donc entièrement numérique. Alors, leur métier principal, c'est faire des fiches de paie. Vous me direz, mais pourquoi utiliser Payfit pour faire mes fiches de paie? Si j'ai déjà un comptable en interne ou si j'ai déjà un expert comptable en externe qui le fait pour moi, la véritable valeur ajoutée de Payfit, c'est pas tant la génération de la fiche de paie que la gestion des interactions avec les salariés. En effet, pour établir une fiche de paie, vous avez besoin de plein d'éléments. Déjà des éléments lorsque vous embarquez un nouveau collaborateur, sa carte vitale, sa carte d'identité, ses informations, etc. Et surtout, à chaque fois que cette personne doit être en vacances, un congé maladie, a pris un congé maladie pour s'occuper de ses enfants, et en chômage partiel, etc., vous avez besoin de récupérer plein d'informations documentaires. Et donc, l'avantage de Payfit, c'est que chaque collaborateur de votre équipe ou de votre entreprise dispose d'un espace virtuel où il peut lui-même uploader ses documents et faire ses demandes de vacances, de congés, etc. Donc, ça vous permet en fait d'enlever les formulaires papier que vous faisiez passer pour les demandes de congés ou de vacances, ou d'éviter d'avoir des boîtes mail qui sont spammées avec des documents Word dans tous les sens pour faire des demandes. On arrive à la fin de ma présentation. Trois derniers outils qui sont des outils de partage et de formation. Parce que c'est mon métier, donc il fallait que je termine par ça, c'est normal. Donc Loom, c'est une solution qui permet de faire des démos. Donc si vous travaillez dans une entreprise qui édite un logiciel et qui veut faire des démos du logiciel à distance, ou si tout simplement vous voulez faire des présentations commerciales, des présentations des partenaires, des présentations à vos collègues à distance, vous pouvez utiliser Loom où vous partagez votre écran, vous pouvez faire
On peut voir votre tête, un petit peu comme je suis en train de le faire avec cet outil Livestorm, mais surtout faire des annotations sur les documents et permettre aux autres de poser des questions de manière plus précise. Très utilisé Loom pour faire des tutoriels ou des présentations commerciales. Livestorm, c'est celui que j'utilise en ce moment. Donc, Livestorm, ça, pardon, c'est un outil de webinaire. Donc, si vous l'appréciez en tant que participant, peut-être que vous l'apprécierez en tant que formateur ou en tant que personne qui partage des choses, en tant que webinaire. Moi, je vous encourage fortement à profiter de cette période pour partager vos expériences, partager des connaissances que vous avez avec certains clients qui auraient besoin d'aide. Donc, partagez. Les gens ont besoin de contacts, les gens ont besoin d'informations, les gens ont besoin de compétences. Et si vous êtes en baisse d'activité, en chômage partiel, à ce moment-là, profitez de ce temps pour partager. Vous avez sûrement une passion, une information, une compétence dont vous pouvez faire bénéficier les autres, faites-le. Et finalement, profitez aussi de ce temps pour apprendre, pour vous former. Alors, j'avais 1000 plateformes à vous partager sur se former en ligne. J'ai eu envie de vous partager celle-là qui s'appelle Udacity, qui, alors pour le coup, est très adaptée au monde du logiciel, de la technologie, mais qui ont également des formations pour les gens qui veulent en savoir plus sur l'informatique et la technologie. C'est, je pense, une des meilleures plateformes du marché et elle est gratuite pendant un mois pendant cette période de confinement. Donc, c'est en anglais, mais si vous avez envie de vous progresser sur certaines compétences autour du numérique, profitez-en. Et mon dernier conseil, c'est un livre, parce que je ne pourrais pas terminer sans parler de livre. C'est un livre qui s'appelle Remote, qui a été écrit par les fondateurs de Basecamp, qui est un éditeur de logiciel de gestion de projet. C'est une entreprise qui est en télétravail depuis 20 ans. Ils ont expérimenté plein de choses. Ils ont mis en place plein de bonnes pratiques. Donc, ça répond aussi un petit peu à la question qui a été posée tout à l'heure sur est-ce qu'il y a déjà une base qui existe sur les bonnes pratiques. Donc, si vous avez un peu plus de temps et avez envie de creuser le sujet, je vous recommande fortement le livre Remote. Je crois que il pouvait pas le proposer gratuitement pendant la période, mais il le propose à un prix dérisoire, type 5 dollars ou quelque chose comme ça en numérique. Donc, si ça vous intéresse, faites-le. Voilà, c'est tout ce que j'avais prévu de vous partager aujourd'hui. Il reste un petit peu de temps pour des questions. Si vous avez pensé à des questions entre-temps, allez-y, vous pouvez y aller. Alors, c'est gentil. Ce que je vais faire, Frédéric, c'est que je vais poser la question à tout le monde. Donc, je vais faire juste un petit sondage pour savoir à quel point ce que je vous ai raconté était clair et pertinent. Pendant ce temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, n'hésitez pas donc, je vais vous demander comment vous avez trouvé ce webinaire. Est-ce qu'il était clair? Est-ce que c'était OK? Ou est-ce que c'était inintéressant? Donc, les réponses au sondage sont anonymes. Donc, si vous avez trouvé que c'était nul et pas intéressant, vous pouvez le dire. Et moi, ça va me servir pour m'améliorer pour la prochaine fois. Et n'hésitez pas, je prends tous les feedbacks. Alors, je vais répondre donc aux questions. Question de Bouchra. Quel type de logiciel de communication et de partage pour des équipes qui ne sont pas très à l'aise avec le numérique et avec la communication à distance? Un logiciel supra simple. Franchement, pour moi, Slack, c'est le plus simple. Alors, à voir si vous êtes dans une grande organisation et que vous avez un département informatique, si eux sont OK avec ça.
Mais je pense qu'on peut faire des exceptions en ce moment. Mais pour moi, le plus simple, c'est vraiment Slack. Si vos collègues savent utiliser WhatsApp et les groupes WhatsApp, ils sauront utiliser Slack. Alors, Benjamin, sa question, c'est comment encourager les équipes à activer la vidéo lors de meetings ou one-on-one. Ouais, effectivement. Euh, alors, déjà, il faut le faire toi. Donc moi, par défaut, lorsque j'ai des visios avec mes clients, mes partenaires, je mets obligatoirement la vidéo. Il faut le dire. Donc, alors certains vont te dire qu'ils n'ont pas de caméra, certains vont dire que elle fonctionne pas. Dans certains cas, c'est vrai, mais vraiment, faut pas forcer les gens. Pour être honnête, hein. Si les gens sont pas à l'aise, moi, ça m'arrivait alors c'était des étudiants à moi l'un d'entre eux me dit ouais, mais en fait, je suis en caleçon, donc c'est le risque aussi hein, quand tout le monde est à la maison, c'est que d'avoir pas forcément des habits qui soient présentables, ou se dire qu'on n'est pas assez présentable. Et surtout que dans un mois, tout le monde aura des cheveux jusqu'au menton, donc ça va être plus compliqué. Mais donc laisse le choix, mais indique que c'est super important et que tu as envie de les voir et que leur joli sourire te manque. Question de Marion. Depuis le confinement, notre Slack est devenu vide, très peu de personnes partagent et on a perdu la dynamique. Et oui, effectivement, un des risques du confinement, c'est de se confiner socialement et donc d'être moins dans le partage. Moi, je te propose donc plusieurs choses. La première, c'est d'avoir au moins une visioconférence avec l'équipe par jour en mode café, on se partage, on raconte nos expériences, etc. Pas besoin d'en faire 3 heures, hein, 15 minutes, ça va très bien. Et de réitérer le fait que c'est important de partager sur Slack. Surtout si les gens s'envoient des emails en interne. Donc, c'est le bon moment de dire, bah, tiens, ça c'est un email interne, pas besoin de le partager, on aurait pu le dire sur Slack. Une autre façon de pouvoir encourager tout le monde à le faire, c'est de partager toi. Alors effectivement, c'est le problème des communautés, c'est que en réalité, les mouvements de foule et les mouvements communautaires ne démarrent que quand il y a une personne qui amorce le mouvement et le premier follower. Je ne sais pas si vous connaissez cette vidéo très connue du premier follower où il y a un type qui commence à danser tout seul dans un parc et une fois qu'il y a une deuxième personne complètement inconnue qui commence à danser avec lui, que les autres s'y mettent. Donc, comment on fait la même chose sur Slack? Eh ben, il faut que tu commences à partager. Et une fois qu'il y a quelqu'un, il y a sûrement quelqu'un dans l'équipe qui va commencer à partager, à répondre à tes questions, à répondre à tes sondages, ben, ça va amorcer une dynamique. Alors, question de Sébastien. La communication orale et son body language en remote requiert-elle un plus gros effort et une plus grande vigilance? Alors, ouais, effectivement. Euh, c'est, il faut juste partir du principe que, que quand on te dit quelque chose ou on fait quelque chose, il ne faut pas le prendre littéralement. Donc, déjà, il faut dire les choses comme elles sont, hein. Déjà, quand tu interagis avec quelqu'un en face à face, entre ce que la personne dit, ce que la personne veut dire et ce que son body language exprime, c'est souvent trois choses différentes. Donc, même quand on est en face à face, c'est déjà super compliqué d'être sûr de bien comprendre ce que dit l'autre. Alors, en plus, quand il y a la barrière de la visioconférence et qu'on n'a pas la possibilité de se toucher ou de s'envoyer nos bactéries à moins d'un mètre de distance, c'est encore plus compliqué. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de réitérer par écrit. Donc, de tout ce qui doit être communiqué, qui est important et qui peut être mal pris, de le réitérer par écrit. Donc, si c'est une information, il faut que tu le dises à l'oral et que tu le dises par écrit derrière. Effectivement, c'est chiant. C'est d'habitude, on n'a pas besoin d'écrire des trucs, on a juste besoin de se les dire. Il s'avère que c'est une bonne habitude à prendre parce que même quand on est dans le même bureau, il y a plein de choses il y a plein de non-dits et de règles tacites qui sont pas connues tous. Donc, il faut contrebalancer le risque de mauvaise compréhension à l'oral par de l'écrit, écrire, écrire, écrire. Euh,
Question de Camille. Merci Daniel pour le live. À ton avis, comment faire pour adhérer le côté fun dans une institution un peu rigide? Il faut faire du fun adapté à tes collègues. Donc, c'est sûr que arriver en visioconférence habillé en canard, je suis pas sûr que ce soit le style de la boîte. Mais par contre, il y a peut-être des choses un peu moins fun. Le truc le plus simple à faire, c'est juste les anecdotes de confinement. Vous êtes tous en train de vivre des petites galères, des petits soucis qui sont liés au confinement. Ça peut être lié au fait d'avoir les enfants à la maison, ça peut être lié à la complexité de sortir, ça peut être le fait que vous êtes fait contrôler en sortant à 100 mètres de la maison, j'en sais rien. Donc déjà, raconter les anecdotes de confinement, c'est un bon moyen de dérider tout le monde et d'être un peu plus dans le partage. Et ensuite, s'il y en a qui veulent commencer à partager des images drôles, des vidéos, etc., ils peuvent le faire. Mais rien que le fait de partager ces petites anecdotes un peu drôles, ça va dérider tout le monde. Alors, il me reste encore quelques questions. Alors Emmanuel demande est-ce que LinkedIn est beaucoup plus vite depuis le confinement? C'est une bonne question, peut-être. Peut-être. Moi, je pense qu'il y a plus de gens qui lisent que de gens qui partagent. Je ne sais pas si LinkedIn a partagé des statistiques d'utilisation. Alors, c'est sûr que Netflix et compagnie, eux, leur utilisation est montée en flèche en ce moment. Mais LinkedIn, moi, je pense qu'il y a juste moins de gens qui partagent parce qu'ils ont ils ont besoin de temps pour se réadapter mais les gens sont quand même attentifs à ce qui se passe sur LinkedIn. La preuve, je pense que la majorité d'entre vous ont vu passer l'invitation pour ce webinaire sur LinkedIn. Donc, les gens sont sur LinkedIn, c'est juste qu'ils partagent moins. Alors, il me reste encore quelques questions et il ne manque que 5 minutes avant la fin. Donc, Michael demande est-ce qu'il y a des différences générationnelles dans la prise en main des outils et l'adaptation au travail en remote? J'y crois pas. Moi, je pense sincèrement et pour avoir réalisé, pour le coup, plusieurs études à grande échelle sur l'impact du numérique dans des branches professionnelles qui sont pas du tout technologiques, à chaque fois, les résultats, c'était que la différence de prise en main, dans la prise en main des outils numériques, elle n'est pas liée à l'âge, elle est liée à la velléité de vouloir s'y mettre. Donc, il y a plein de jeunes qui s'en fichent des outils numériques et à part Instagram, Facebook et WhatsApp, ont du mal à prendre en main des outils numériques professionnels et plein de vieux qui, eux, surfent très facilement d'un outil à un autre. Par contre, ça répond pas à la question de comment on gère ça et comment on gère ceux qui ont plus de facilité que d'autres. C'est pour ça que le conseil pendant cette période qui est très spécifique que je vous donne, c'est de réduire le nombre d'outils numériques au minimum. Donc, de nouveaux outils numériques au minimum. Donc, moi, je vous en ai partagé 10. Installez pas les 10 dans une équipe ou dans une entreprise où les gens ont du mal avec les outils numériques et ils ne vont pas les utiliser. Donc, faites-le de manière progressive, dire, bon, premier niveau, c'est la visioconférence. Il faut qu'on fasse de la visio, et donc on fait de la visio. Et ensuite, rajouter les outils au fur et à mesure. Et c'est un petit peu la même réponse que je vais faire à la question tout à l'heure de Mélissa. C'est comment on fait pour embarquer les collaborateurs. On les forme. S'il y en a qui ont un peu plus de temps, qu'ils utilisent ce temps et qui sont à l'aise avec les outils, qu'ils utilisent ce temps pour former les autres. Donc, monter des webinaires en interne dans l'entreprise, faites des tutoriels, utilisez vraiment ce moment pour faire du peer-to-peer learning. Alors, je continue encore avec les questions. Je vais juste vérifier sur le chat si vous ne me posez pas des questions sur le chat, puisque j'entends des petites notifications. Oui, effectivement, j'ai des questions aussi dans le chat. Conseil pour les plus petites structures, pour les petites comme pour les grandes, moi, mon conseil, c'est vraiment d'y aller petit à petit. Commencer par la base. La base, c'est communication. Donc, visioconférence, document collaboratif, et ensuite de monter petit à petit dans les strates. Vu que c'est des petites structures, donc il y a plus de facilité pour faire des communications en direct avec tout le monde. Faites des visioconférences, parlez-vous, partagez, et s'il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres, euh, partagez vos compétences et vos connaissances avec les autres.
Je finis juste sur les questions. Il nous reste, je vais essayer de respecter le timing. Je vous ai promis 1 heure, donc je vais le faire. Tiffany demande, pour les personnes n'ayant pas d'espace vraiment adéquat pour le télétravail, comment s'organiser au mieux? Même sur un petit coin, c'est possible de le faire. Moi, ce que je te conseille, c'est de choisir le coin où tu as le fond derrière toi qui est le plus présentable. Par exemple, la cuisine avec toutes les épices et les bouteilles d'huile, c'est pas top. Mais par contre, quelque chose avec un fond un peu neutre derrière toi, du moment que c'est un bout de table où tu as un fond un peu neutre, c'est très bien. Et si tu n'as pas de table avec des chaises, moi, pendant un certain temps, quand j'avais un petit appartement, je travaillais par terre. Donc, je m'étais installé un coussin par terre avec une table basse et je travaillais sur la table basse avec le dos adossé à un mur ou à un canapé. Ça marche très bien aussi. Alors, ça oblige à faire des étirements un peu plus fréquents, mais c'est complètement faisable. Est-ce qu'il reste encore des questions? Normalement, non, c'est bon, j'ai répondu à toutes les questions. Mais écoutez, je vous remercie. Il est très exactement 10 heures. Merci à tous de votre présence et normalement, vous allez recevoir un email avec le replay. Je vous souhaite ce confinement et si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à me contacter par email. Allez, bonne journée, bye bye.